Il y a une trentaine d'années, j'ai reçu un couple de parents avec leur enfant qui avait, de mémoire, 8 ou 9 ans. C'était des parents adoptifs, tous deux rescapés de la Shoah. Et jusque vers 8-9 ans, l'enfant n'avait, semble-t-il, posé aucun problème, ni dans la société, ni avec ses parents. Mais voilà qu'il fait l'objet d'un signalement de son institutrice parce qu'il devient subitement très très agressif avec ses petits camarades et il cherche la bagarre. Et les parents ne comprennent pas, ce sont des parents tout à fait admirables qui ont suivi presque à la lettre les enseignements de Françoise Dolto. Donc le gamin sait tout ce qui concerne son histoire pré-adoption. Et ils sont un peu perdus, et c'est pour ça qu'ils viennent. Quand les parents sont dans la salle d'attente, je dis à cet enfant, « Alors, et toi, tu dirais quoi? C'est quoi ton souci ?» Il me dit, « Moi, mon souci, c'est que je suis un enfant adoptif. » Alors je lui demande de m'expliquer, mais il ne peut pas sur le moment. La suite des séances va montrer qu'il avait trouvé le mot juste, puisque j'ai eu affaire pendant plusieurs mois à un érudit de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il en savait évidemment beaucoup plus que moi. Il connaissait tous les avions de la RAF, de l'armée allemande, de l'armée russe. Il connaissait le nom de toutes les batailles, il savait qui les avait gagnées, il connaissait les armements, les insignes, et il passait ses séances soit à les raconter, soit à les dessiner. Et puis le hasard fait que sa séance tombe un jour, le 8 mai, et que, comme vous le savez, le 8 mai est un mois pendant lequel il est impossible de travailler, cette année encore, et donc j'avais décidé de m'arrêter le 1er mai, mais de travailler le 8. Et donc je lui propose, je lui dis, écoute, si tu veux, ta séance tombe le 8 mai, si tu veux, tu peux venir. Il me dit, non, non, non. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est férié. Et je sens dans un tremblement de sa voix qu'il n'est pas très sûr de lui. Alors je lui dis, mais c'est férié pourquoi? Et là, il y a un blanc. Il me dit, je ne sais pas. Alors je me mets en colère. Et je lui dis, non mais c'est pas croyable. Tu sais tout sur tout de la Seconde Guerre mondiale et tu ne sais pas que c'est la date à laquelle ça s'est terminé. Eh bien, je vais vous dire un truc. Je regrette aujourd'hui complètement cette intervention, qui certes l'a apaisé, mais je me dis que son symptôme, bien à l'avance, lui donnait raison. La guerre n'était pas terminée. Et il n'avait aucune raison de fétichiser ce 8 mai. Partant de là, je dirais neutre, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, mais j'ajouterais un parmi d'autres. Je le suis quand je suis dans mon fauteuil d'analyste. Mais je ne le suis plus quand je dois choisir la société dans laquelle je peux vivre et exercer, et qui ne peut en aucun cas ressembler à celle qui a exterminé la quasi-totalité de ma famille paternelle. Alors, question. Comment en sommes-nous arrivés là? Là, c'est-à-dire au point où la présence répétée et augmentée du Front National au second tour d'une élection présidentielle est devenue une banalité, ne mobilisant plus ensemble ce que la France compte de citoyens attachés intellectuellement et viscéralement à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je lisais il y a quelques mois une interview d'une historienne qui expliquait péremptoirement qu'elle sentait monter le désir de fascisme dans la population.
C'était dans le Nouvel Obs. Un désir collectif, donc. Ce n'est pas à vous que je dirais qu'il n'y a pas d'inconscient collectif et donc pas de désir collectif. Mais Freud, lui, repère un surmoi collectif, sur lequel je vais revenir dans un instant. Auparavant, permettez-moi de préciser, m'appuyant cette fois sur Hannah Arendt, ce qu'est un État totalitaire, comment il s'immisce comme un lent poison dans toutes les veines d'une société. Je la cite pour le caractère pragmatique, extrêmement précis, extrêmement actuel de son propos. Dans un article intitulé « Responsabilité personnelle et régime dictatorial », ça devrait nous parler quand même, qui fait écho involontaire, probablement, au célèbre Psychologie collective et analyse du moi, Hannah Arendt dit ceci, entre autres. La domination totale s'étend à toutes les sphères de la vie, pas seulement au champ politique. La société totalitaire, distincte du gouvernement totalitaire, est monolithique. Toutes les manifestations politiques, culturelles, artistiques, savantes, et toutes les organisations, les services sociaux, même les sports et les distractions sont coordonnés. Il n'y a pas de bureau, ni d'emploi ayant une quelconque signification publique, des agences de publicité aux cabinets juridiques, de l'art dramatique au journalisme sportif, des écoles primaires et secondaires aux universités et sociétés savantes, dans lesquelles on n'exige pas une acceptation sans équivoque des principes au pouvoir, qui participe à la vie publique en étant membre du parti ou membre des formations d'élite du régime, est impliqué d'une manière ou d'une autre dans les actes du régime dans son ensemble. Voilà le programme de celle que j'ai appelée Marine Le Père, tel qu'il commence déjà à être mis en acte dans les municipalités que ses partisans dirigent. Et si j'en crois, ce que rapportent bien sûr les médias, mais aussi ce que j'entends avec plus de précision sur le divan, de la part de bibliothécaires, de dirigeants de clubs sportifs, de cadres associatifs, de bénévoles d'associations culturelles, de centres de santé somatique ou mentale, d'artistes, etc., qui sont déjà aux prises avec des municipalités Front National. Mais maintenant, question urgente, qui me semble-t-il, j'ai écouté attentivement tout ce qui s'est dit et j'ai appris beaucoup de choses, mais question qui n'a pas encore été posée, me semble-t-il. Pourquoi 20 à 25% de nos jeunes se précipitent-ils dans ces bras étouffants? Par ignorance? Par révolte? Ou par l'effet d'un discours qui, abolissant toute verticalité au nom d'une horizontalité censée leur donner l'égalité rêvée, abolit toute référence. Il se précipite où, tu dis? Dans les bras étouffants du Front National. Oui, mais c'est en plus ceux qui se précipitent dans les bras de... Attends, je vais y venir. Patience. Hein, mais ils sont quand même 20 à 25% de jeunes à aller du côté du Front National. Donc, abolissant toute verticalité au nom d'une horizontalité censée leur donner l'égalité rêvée, abolit toute référence à l'histoire, avec un grand H, et au savoir, au profit de l'immédiateté et du règne de l'opinion. La verticalité, c'est l'appropriation de ce que chacun doit à ses aïeux et aïeules comme à ses pairs, P-A-I-R-S. C'est pourquoi j'ai apprécié dans le discours d'Emmanuel Macron de dimanche soir,
qui certes était un peu tiède, ce moment où il nomme ce qu'il doit aux générations antérieures et à sa femme Brigitte. Je ris sous cape en pensant que parmi ceux qui le soutiennent, il en est que cela a dû défriser. Mais, comme le disait le poète Maeterlinck, le père est-il autre chose que l'organe momentané d'une multitude d'êtres à venir? Et plus loin, l'homme n'est que le mandataire provisoire du passé et de l'avenir. En ce sens, la promesse de Marine Le Père, qui ne flatte que la nostalgie, est un appel mortifère au masochisme, qui est, rappelons-le, une jouissance. Le succès relatif de son programme toxique tient en partie au fait qu'il rencontre les énoncés subliminaux du surmoi collectif dont Freud nous parle à la fin du Malaise. Ce surmoi collectif qui s'incarnait jadis dans le fameux « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » auquel Jacques Alain a fait un sort récemment, infuse, mais avec d'autres énoncés aujourd'hui, par la voie médiatique, par la voie politique et hélas parfois artistique, infuse des idéaux totalement déconnectés de ce que Freud appelait la constitution psychique humaine. Ajoutant que ce surmoi édicte ainsi une loi et ne se demande pas s'il est possible à l'homme de la suivre. Or, disait Freud, je cite, « Exiger davantage, c'est alors provoquer chez l'individu une révolte ou une névrose ou le rendre malheureux. » C'est exactement là qu'intervient Marine Le Père, ou sous d'autres cieux Donald Trump, consciente ou pas qu'elle s'offre à desserrer l'étau de cette exigence. La question dès lors, pour moi, est celle-ci. Et c'est une question, en ce sens que je n'ai pas de réponse. Quelle est la loi surmoïque d'aujourd'hui, insupportable, qui pousse tous ces malheureux, toute cette jeunesse affolante, à la révolte névrotique, à la jouissance masochiste que je différencie bien de la révolte politique, loin du désir, toujours lui tourné vers l'avenir, alors que la jouissance est centrée, elle, sur un passé aboli. Comme psychanalyste, je suis résolument engagé du côté du désir. C'est ma préférence. Celle de la persévérance dans la lignée de Spinoza et de Freud, juifs détachés de la tradition de leur père, mais certainement pas détachés de leur savoir. Je tiens que cette exigence du surmoi collectif, cet impératif de jouissance, est insurmontable. Elle fait le lit jour après jour des démagogues qui s'annoncent et ira en s'accentuant. La montée du racisme prophétisée en son temps par Lacan en sera une conséquence inéluctable. Des décennies de ce poison appellent jour après jour toujours plus de férocité, plus de jouissance insu. J'avais prévu de vous parler du président, le nouveau président, je ne vais pas le faire parce que comme ça on va gagner. Du nouveau président du Front National qui est déjà l'ex-président du Front National, mais puisque ça a été évoqué éventuellement tout de suite après dans la discussion, on va en faire l'économie. Un dernier mot donc, concernant ceux qui, de bonne foi, n'ont pas appelé spontanément à nous préserver du pire. C'est une erreur historique dont on a connu les dramatiques conséquences quand la gauche radicale mettait sur le même plan la social-démocratie et le national-socialisme, avec les conséquences que l'on sait dans le Berlin des années 30, tandis qu'elle avait permis de contenir la poussée hitlérienne dans un premier temps, tant qu'elle acceptait dans les années 20 l'alliance avec Hindenburg.
J'ignore si répéter la même erreur produira les mêmes effets qu'en Allemagne alors. Mais quand bien même cette erreur serait commise par souci de sincérité et de cohérence, il n'en reste pas moins que, comme le disait Lacan dans La science et la vérité, l'erreur de bonne foi est de toutes la plus impardonnable. Pour finir, je vous lirai 3-4 lignes d'un historien allemand, auteur d'une fantastique autopsie d'Adolf Hitler, et qui s'appelle Friedrich Herr. Il disait ceci: Sigmund Freud, le seul véritable adversaire d'Hitler, a su aller jusqu'aux racines du mal dans son analyse de cette situation morbide. Des catastrophes d'une éducation aberrante, de la séduction permanente qu'exercent les préjugés agressifs, il a su faire un objet de discussion pour le monde entier et un objet de traitement thérapeutique. Cependant, Freud n'a pas été encore entendu.